RDS et Balco présente le petit paquet. Avec toujours pas de François Côté cette semaine. Mais encore une excellente raison pour François. Oui, il va nous revenir plus fort que jamais pour un show qui devrait être prometteur la semaine prochaine. Là, on commence la période de laquelle on parle depuis déjà longtemps, une période de transition dans le monde de la lutte, surtout du côté de la WWE. Ben, je dis surtout du côté de la WWE, AEW, à la télé, ça revient bientôt. Donc, les choses vont se passer. On va être équipe complète de la semaine prochaine pour être en mesure de parler de ça. Hey, ça fait 6 mois là, qu'on parle de l'arrivée de Fox, de SmackDown et là, de NXT tout récemment, mais ça, c'est la semaine prochaine. Exactement. On est proche de ça, là. On a vraiment hâte, mais il faut comme pas se débarrasser de d'autres choses avant, mais on a les dossiers du jour. Et l'actualité de la semaine, cette semaine, c'est Clash of Champions. Exactement. Mais avant de parler de Clash of Champions... Allons-y. Allons-y, des petites brèves d'actualité. Parce que là, c'est ça. On se prépare mercredi de la semaine prochaine. NXT arrive sur les ondes du USA Network. Ça brasse un peu la soupe. Forcément, la WWE va ajuster le tir. Et là, ça va peut-être commencer du côté de la table des commentateurs. Exactement. Donc, encore une fois, c'est des rumeurs qui circulent. Semble-t-il que Fox aime bien la formule, disons, plus classique de 2 personnes à la table des commentateurs. Formule justement qu'on connaissait dans l'ère Attitude. D'ailleurs, je ne sais pas exactement c'est à partir de quand qu'on a commencé à utiliser des équipes à 3. Belle question piège à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est pas grave en même temps. La réponse précise, que tu me dises, genre 2012 ou 2009, en bout de ligne, ça ne fait pas vraiment de différence pour moi. Mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir un petit peu de cacophonie et les rôles sont peut-être un petit peu moins bien définis dans les équipes de 3. Et là, parmi les rumeurs qui circulent, en fait, Michael Cole, qui, on s'entend dans l'organigramme des commentateurs, est assurément le plus haut dans la hiérarchie, passerait, semble-t-il, au play-by-play de SmackDown. Donc, lui est associé à Raw depuis très longtemps. Donc, il deviendrait la personne de play-by-play de SmackDown qui le remplacerait à la table de Raw. C'est pas Tom, c'est pas toi. On a encore le temps, peut-être qu'ils prennent les CV. Moi, s'il y a un chèque, là, je suis bien flexible. Envoie les liens vers la page YouTube du petit paquet pour montrer justement ton expertise. À quel point tu étais à l'aise derrière un bureau. Je pense que tu as des chances. Si je peux flusher Ben Cossette pour aller directement à Raw, écoute, demain matin. Ça serait gagnant pour toi. Mais donc, on est habitué de voir Tom Phillips qui fait le play-by-play à SmackDown. Semble-t-il qu'il ne serait pas dans les plans. Ce serait Vic Joseph qui prendrait sa place. Vic Joseph, dans le fond, il fait le play-by-play à 205 Live. Puis on l'a vu il y a comme 2-3 semaines remplacer Corey Graves à Raw. Je pense que Corey Graves avait une semaine de congé à peu près. Il faisait un travail honnête. On était dans une situation un petit peu bizarre où tu avais 2 commentateurs play-by-play à la table de Raw, donc lui et Michael Cole. Donc là, les rôles n'étaient pas super bien définis, mais bon, il est à l'aise dans son rôle. C'est juste que personnellement, entre lui et Tom Phillips, je vois pas vraiment ce que Vic Joseph a de plus à offrir. Cela dit, je l'ai vu moins en action, étant donné que 205 Live, comme vous savez, on n'est pas nécessairement des spectateurs assidus. C'est quoi ce 205 Live? C'est une émission avec des lutteurs plus petits. Ils sont plus petits, ils sont rapides. Des nains? Ils sortent partout. Entre nains et Braun Strowman, mettons. Essaie de trouver le juste milieu entre ça. Ça te donne une marge de manœuvre. Qu'est-ce qui se passerait avec Renee Young? Ben là, Renee Young, ça a l'air que Fox ont compris qu'elle est très bonne dans un rôle d'animatrice et non de commentatrice. Et on sait que Fox est un réseau plus traditionnel et ils ont des visées d'émissions à l'extérieur de SmackDown. Donc, pas seulement SmackDown 2 heures par semaine, mais aussi des émissions d'analyse, des émissions d'entrevue et tout. Et peut-être que Renee Young serait rapatriée par la chaîne directement. Donc, on ne sait pas si ça mettrait fin à son association directement sur le network, par exemple, et des trucs comme ça. Mais Fox a l'air de beaucoup aimer Renee Young. Et avec raison. Ceux qui se souviennent pas, là, on remonte un petit peu, mais Renee Young, c'est comme ça qu'elle a mis un pied dans la lutte. Elle était avec le réseau de Score au Canada, quand on diffusait la lutte à l'époque sur le Score. Et c'est comme une émission Aftermath, je pense que c'est ça, Puis c'est là que la WWE est allée la chercher directement. Elle s'appelait même pas Renee Young dans ce temps-là, c'était René Paquette. René Paquette, son vrai nom. Donc voilà, tu sais, ça serait peut-être un petit retour aux sources, puis on rebrasserait un petit peu les équations. Et c'est pas anodin que tu dises que Michael Cole s'en va à SmackDown parce que, vous le savez peut-être pas, mais Michael Cole n'est pas juste le play-by-play principal des commentateurs, c'est aussi un peu le joueur-entraîneur. Le patron. C'est lui qui dirige un peu tout le monde, qui donne les lignes de conduite, qui donne les formations. Quand il envoie une Beth Phoenix, par exemple, au desk, ben, elle va passer la semaine avec Michael Cole, puis il va lui donner les lignes, il va l'orienter vers le style parce que ça fait quasiment 20 ans que Michael Cole a Vince dans ses oreilles. Il est habitué de diriger le trafic un petit peu. Donc, s'il se ramasse à Fox, on va être le vendredi soir, on parle d'un repêchage.
il y a vraiment une volonté réelle que SmackDown arrête d'être la deuxième émission. Ben oui. Je pense qu'ils n'ont juste pas le choix parce que l'argent a parlé. Fox a fait « Hey, on paye vraiment, vraiment cher pour cette émission-là. Ça ne sera pas le B-show. » Donc, attendez-vous à plus de changements. Là, ça commence juste avec la table des commentateurs. Le look va peut-être changer. L'approche va peut-être changer. Il y a des lutteurs qui vont bouger. Le logo va changer un petit peu, on l'a vu circuler. Le logo va changer. On fait s'y attendre. Là. Donc, on est à 2 semaines et demie. Là. Donc, c'est très, très, très proche. Puis NXT mercredi va être le premier pavé dans la mare de tout ça. Parce que l'autre bribe d'actualité un peu qu'on voulait traiter avant de passer à Clash of Champions, c'est que Kevin Owens n'a plus de job. Exactement. Bon, on dirait que c'est une histoire qui se répète, qui tourne en rond depuis 2 ans à peu près. Bon, sa rivalité avec Shane McMahon. Puis bon, à plusieurs reprises, j'allais dire à plusieurs reprises, on a teasé le fait qu'il se ferait, en kayfabe, mettre à la porte. En fait, il a même déjà démissionné en milieu du ring, mais il était présent la semaine suivante. C'est pour ça que j'ai de la misère à réagir fortement lorsque j'écoute SmackDown puis que l'épisode se termine avec Shane McMahon qui dit à Kevin Owens qu'il est renvoyé parce que, justement, on nous a tellement servi ça souvent puis ça n'a jamais mené à quoi que ce soit que j'étais un peu hésitant à savoir, est-ce qu'il va avoir un payoff au bout de ça. Cela dit, là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est quelques heures après, Kevin Owens sur Twitter est allé faire du vague tweeting, si on veut. Donc, une série de chiffres. Je me souviens plus exactement c'est quoi les chiffres. Là? C'est 14, 24, 20. 14, 24, 20. Assez rapidement, donc, des gens sur Internet sont allés voir, mettons, dans l'alphabet, ça correspond à quelle lettre? Ça correspond aux lettres N, X et T. Donc, on sait que Kevin Owens est particulièrement proche de Adam Cole, donc qui est champion NXT présentement, le meneur de Undisputed Era. Également, il a publié une photo de sa fille avec Tommaso Ciampa qui marche à Walt Disney en disant que Tommaso Ciampa était le grand ami de sa petite fille. Donc là, les as semblent s'aligner pour que Kevin Owens change de brand et du côté de NXT, ce qui est quand même un bon mot aussi. On veut faire de NXT, c'est arrêter de faire en sorte qu'on voit cette marque-là comme étant le club école. On veut confirmer que c'est véritablement une troisième brand qui est à prendre au sérieux. L'étape suivante, c'est d'amener des lutteurs déjà bien établis comme nouveau visage de cette compagnie-là. Et quand je dis lutteurs bien établis, je parle pas de Fandango puis de Prince Pretty. Là. Fais attention aux Fashion Police. Je veux rien leur enlever, ils sont divertissants, mais c'est pas eux qui vont donner de la crédibilité à la marque. Kevin Owens, par contre... Ça pourrait être un bon mot. Ça fait comme longtemps, un petit peu, que sur Internet, il y a des gens qui fantasment de voir Kevin Owens se joindre à Undisputed Era ou de voir comme Undisputed Era monter à Raw ou à SmackDown avec Kevin Owens. Peut-être que c'est dans l'autre sens que ça va se faire. Puis si c'est le cas, moi, je suis all-in. Ou juste une rivalité carrément avec Adam Cole. Parce que là, oui, tu sais, Kevin Owens, on s'en souvient, il a été champion de la NXT, mais il n'a pas été longtemps à la NXT. Il a vraiment été un astre, là, 6 mois, pif-paf, a fait son impact et tout de suite passé à Raw. Donc, oui, je pense qu'il y a une volonté de positionner NXT comme, justement, une troisième branche. Et tu vas avoir trop de lutteurs à un moment donné. Ils signent beaucoup de lutteurs. Tous les alignements débordent. D'envoyer Kevin Owens là, puis c'est même pas un payoff à Shane McMahon contre Kevin Owens. Là. On fait un deuil, c'est mal écrit, c'est de la boîte, il n'y a rien là-dedans, rien. C'est tellement mauvais. On avait commencé à construire Kevin Owens comme un espèce de nouveau Stone Cold, il donnait le stunner, donc un gars qui est contre l'autorité, et puis là, depuis 2-3 semaines, il a juste l'air du gars de soumis qui baisse les yeux devant le patron. J'ai aucune idée de ce qu'il voulait faire avec ça, là, mais le momentum qu'il avait est un petit peu disparu. Écoute, c'est une démonstration concrète encore du manque de vision à long terme. Donc, on écrit le mardi matin pour ce qui est diffusé le mardi soir, puis on jette tout aux poubelles le mercredi matin, puis c'est ça qui est plate, parce que les lutteurs, eux, se souviennent puis essayent de faire des suivis dans leurs histoires, mais ils sont juste pas capables. Tu peux pas faire un suivi quand faut que tu sois l'arbitre d'un combat tout croche. Mais oui. C'est comme, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu peux te mettre over toi-même dans ça? Donc, très difficile. À la limite, si ça va à NXT, là, il va être loin de Shane McMahon. On va pouvoir peser sur le petit piton reset, faire d'autres choses avec Kevin Owens et d'enligner des dream matchs qu'on veut voir de toute façon. Justement, les gars de Undisputed Era, tout le monde contre Gargano, tu peux avoir... Kevin Owens rentre là comme le plus gros nom. Visiblement, il va avoir une cible Matt Riddle contre Kevin Owens. Donc, tu peux aller dans toutes ces directions-là. Et ils ont commencé le précédent. Là, on a envoyé Cesaro à NXT UK. Oui, c'est vrai. Donc, tranquillement, pas vite, le pont s'ouvre. Mais ce qui est un peu contradictoire, par contre,
c'est qu'avec SmackDown qui s'en vient le vendredi, on a parlé d'un draft et on a parlé de remettre les frontières plus étanches. Donc, est-ce que si Kevin Owens s'en va à la NXT, c'est parce qu'il va rester à la NXT pour un an, pour un an, disons, et on va juste le voir le mercredi soir et dans quelques pay-per-view, parce que là, en plus, NXT vont changer leur structure. Il n'y aura pas systématiquement des takeovers avant tous les Big Four. Ça, j'avais pas vu ça passer. Parce que là, ils ont annoncé au prochain Royal Rumble, ça ne sera pas un takeover, ça va être un Worlds Collide. Donc, comme il avait fait l'espèce de tournoi là, avec 205, NXT UK, donc pas de takeover la fin de semaine du Royal Rumble, mais ils ont comme laissé sous-entendre qu'il y aurait une nouvelle horaire de pay-per-view qui serait attribuée à la NXT. Et comme je l'avais soulevé peut-être en crainte il y a quelques semaines, moi j'ai peur qu'ils augmentent le volume de pay-per-view de la NXT pour suivre la qualité du produit. C'est ce qui me fait un petit peu peur parce que c'était le charme des takeovers. T'en as 5 par année, 5 combats, bang, toujours des Barn Busters. Là, si tu montes ça à 8, 7 combats, on met tranquillement pas vite le bras dans l'engrenage de rendre ça redondant. Donc, Mais en même temps, écoute, ça, c'est nos craintes qui sont légitimes, mais tu sais, initialement, il y avait comme justement d'autres craintes que Vince McMahon se mette les mains, disons, plus profondément dans NXT. Semble-t-il que ça ne sera pas le cas. Non, c'est ça. En la disant, je suis comme, en tout cas, j'espère que personne ne va la souligner. Moi, je la souligne tout le temps. Et bon, semble-t-il que finalement, non, c'est encore Triple H qui va avoir les coups des franges pour s'occuper de cette promotion-là par lui-même. Il nous a juste habitués à de la qualité. T'sais, pourquoi est-ce que automatiquement les pay-per-view deviendraient moins bons s'il y en a plus? Écoute, ici, il nous offre juste plus de pay-per-view, de la qualité de takeover. Écoute, on va être heureux. Puis justement, le roster de NXT, on dirait qu'à chaque moment dans l'histoire de NXT, on pouvait dire ce roster-là, c'est le meilleur roster de NXT jusqu'à présent. On est encore dans une situation un petit peu semblable. Il y a suffisamment de talent pour offrir beaucoup de rivalités puis des pay-per-view qui sont plus nombreux. Donc, moi, je vais avoir mon rôle peut-être éternellement naïf, mais je suis enthousiaste, je suis prêt à donner la chance aux coureurs. Puis aussi, une des premières choses auxquelles j'ai passé par rapport à Kevin Owens qui ferait le move à NXT, c'est que, bon, c'est dans sa récente histoire, disons, à la caméra, on le présente comme un homme de famille qui pense à sa famille. Et là, n'oublions pas que NXT a renouvelé son partenariat avec Full Sail University. Donc, ça fait comme un horaire de travail beaucoup plus simple, beaucoup moins de route à faire. Il va être, sa famille habite en Floride, juste à côté. Donc, s'il peut garder le même contrat qu'il avait déjà signé, ce qui, dans le fond, est le cas, là, son contrat est signé, je veux dire, pour lui, c'est pratiquement un no-brainer. Il devient aussi presque automatiquement le nouveau visage de cette branche-là. Donc, moi, je pense que c'est un bon move pour lui. Peut-être que c'est même lui qui a lobbyé pour ça, parce qu'on le sait, justement, il aime ça à la Disney avec ses enfants. Il veut être là pour ses enfants, sont jeunes. Pourquoi pas? Une petite année de maison, travail, 1 ou 2 trucs sur la route de temps en temps. Ça pourrait être très, très, très bénéfique. Donc, j'aime ça, ton optimisme. Ça en prend. Moi, j'ai trop vu de lutte. Je sais que ça va toujours mal virer, mais toi, tu es encore jeune, naïf, beau. Donc, écoute, tout ça est poli. Mais au moins, ce qui est optimiste, en plus, là, hier, il y avait la dernière émission de NXT préenregistrée. Donc, ils ont fini leurs histoires en cours. Donc, on se remet à jour avec le en direct. Ça voulait dire on a eu les changements de champion par équipe il y a quelques semaines. Et on a surtout l'ajout de nouvelles vedettes dans la division féminine. Rhea Ripley est venue bardasser Shayna Baszler. On le savait parce que c'était préenregistré, mais là, on l'a vu pour de vrai. Si vous vous souvenez pas de Rhea Ripley, vous l'avez revu, elle est excellente. J'adore Rhea Ripley. Dans le premier Royal Rumble féminin, elle avait volé le spectacle. En fait, elle était, elle n'est pas particulièrement massive, mais dans le ring, elle avait l'air justement beaucoup plus imposante que les autres. Et justement, là, elle a une espèce de une aura, puis elle a l'air puissante, elle a l'air badass. Donc, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour la division féminine de NXT qui était correcte, mais bon, il leur manquait 1 ou 2 autres grosses têtes d'affiche. Ça soufflait un petit peu. Là. Le règne de Shayna Baszler commence à être long. Une Rhea Ripley qui va venir brasser la cage. Et là, on a les rumeurs que Toni Storm s'en viendrait aussi, probablement pour de bon avec la NXT. Là. Elle n'est pas dans les plans de NXT UK. Ils n'ont rien fait avec elle dans les enregistrements. Je viens de voir tes pupilles se dilater d'excitation. Mais Toni Storm, on le dit depuis la première Mae Young Classics, c'est une superstar in the making. C'est juste qu'elle est jeune, puis il faut trouver la bonne façon de le faire. Mais il n'y a aucun doute dans ma tête que Toni Storm va être
peut-être pas aussi grosse que Charlotte, parce que c'est comme de la royauté à la WWE, mais au moins égale au Bayley et Sasha Banks dans l'organigramme. Je suis d'accord. Parce que tout est là. C'est le total package, elle a l'attitude, elle a l'expérience, les fans l'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle s'est peaufiné un personnage au fil des années. Donc, puis c'est ça, Toni Storm, le total package. Et non, c'est pas Lex Luger. Non. Puis on a le retour de Dakota Kai aussi dans une semaine ou deux qui, c'est comme la nouvelle Bayley en quelque sorte. C'est quand même pratique des personnages de babyface vraiment assumés comme ça avec Candice LeRae. On a justement des bons alignements gentils-méchants dans NXT féminin. Donc oui, encore une fois, je suis enthousiaste. Ouais, puis NXT, on dirait qu'en plus, là... ils sont peut-être pas encore rendus là, mais Keith Lee a l'air d'un gars qui est sur le bord de virer méchant. Puis Keith Lee en méchant, c'est le fun. Puis Matt Riddle est en train de chirer ses médias sociaux. Ben, c'est ça. Il a l'air de se dresser en faux contre tout le monde. C'est comme, OK? Puis je me sens worké. Je suis pas capable de dire moi aussi, ça m'énerve. La tension qu'il y a avec ses collègues est véritable ou pas. Tu vois, les autres membres de NXT qui disent, qui font des points sur le fait qu'ils veulent plus voyager avec lui en auto, que personne va y faire un lift, etc. Donc, qu'il s'arrange tout seul avec ses problèmes. Donc, je sais pas, hein? C'est de la bonne façon de raconter des histoires à l'ère des médias sociaux. La ligne entre la réalité et la fiction est brouillée. C'est dans ce moment-là que la lutte est le meilleur. Ouais, en cas de doute, on se fait toujours worker, mais... ben, c'est ça, oui. Matt Riddle aussi, on le sait, depuis qu'il a mis les 2 pieds à NXT, c'est pas... ça va pas être un spectateur de ce spectacle-là. Matt Riddle va être big. Est-ce que c'est là, avec le live? Est-ce qu'on va commencer le push de Matt Riddle? Non, j'ai vraiment hâte. Mercredi prochain. Mais avant d'arriver là, on a Clash of Champions. On a Clash of Champions. Dimanche. T'sais, on va pas le subir, Clash of Champions. C'est quand même un pay-per-view qui a une carte tout à fait honnête. Le concept du pay-per-view, en fait, c'est un gala dans lequel systématiquement tous les championnats sont mis en jeu. Et là, au cours des dernières années, quand même, les championnats se sont multipliés à la WWE, ce qui fait que à la base, tu as quand même une carte bien remplie. Et ça s'est fait, en fait, aux dépens de la finale de King of the Ring, qui avait été initialement annoncée comme ayant lieu dans le cadre du pay-per-view Clash of Champions, mais on a su justement en début de semaine que non, finalement, ce serait pas le cas. Ça aura lieu la finale lundi prochain dans le cadre de l'épisode de Raw. Ce qui, c'est sûr qu'on peut voir ça comme étant une démotion du titre de King of the Ring. On peut. Ben oui, en fait, c'est quand même une hypothèse qui est crédible, mais en même temps, on s'est souvent plaint de la longueur des pay-per-view. En ajoutant donc un match de plus, là, peut-être que ça aurait été la goutte qui aurait fait déborder le vase. Je pense que avec le concept même du gala, le VS est un petit peu peinturé dans un coin. On s'entend que quand tous les championnats sont en jeu, le championnat 24/7, ça va prendre 2 minutes là, sur les 4 heures du gala. Tu vas me dire qu'il va être là pour vrai? Là? Ils l'ont dit. Genre, Michael Cole l'a dit lundi. Je sais pas, c'est rendu, je pense, R-Truth, 15 fois champion. Il n'aura pas le choix, in some form or another, de défendre son titre. Fait qu'on s'entend que ce ne sera pas un match en bonne et due forme. Ça va être un petit segment comique. Là. Mais... Je suis tellement tanné. T'étais tanné avant que ça commence, Stéphane. En plus, c'était Charlotte, North Carolina. Ils vont pas donner ça à Ric Flair, là. Je sais pas. Mais là, ils l'ont donné des fois là, à des sportifs, à un animateur de Fox. Là, il y avait un joueur de basketball. C'était un escanteur lundi à Raw. Ça, il a été champion pendant 30 secondes. On voit ta connaissance de la NBA. Là. On a vu le mur arriver. J'ai comme un sportif. C'est ça. Non, NBA, écoute, j'ai regardé la finale des Raptors l'année passée, puis c'est ma seule expérience de NBA dans les 15 dernières années. Ouais, non, c'est ça. Dans les 36 dernières années. Bon, ben, il va y avoir un match de championnat 24/7. Yeah! Mais tu sais, il y a un combat qui n'est pas un combat de championnat, puis commençons par ça, parce que c'est un peu étrange. Roman Reigns va régler ses comptes avec le manipulateur Eric Rowan. Eric Rowan, qui a hérité d'une nouvelle musique d'entrée. Sa musique était probablement une des plus plates de la WWE. Il l'a remplacée par une tune juste un petit peu moins plate. Donc, c'était une occasion de peut-être donner un nouveau souffle au personnage. En tout cas, musicalement, ça s'est pas passé. Donc, nouveau segment au micro pour lui mardi. Segment honnête, je veux dire, j'ai pas l'impression qu'on vient de créer une nouvelle vedette là, qui va être à l'avant-scène pendant les 5 prochaines années. C'est un peu le méchant du mois pour Roman Reigns. Je pense que, je sais pas si tu as des illusions par rapport aux chances d'Eric Rowan de remporter ce match-là. Rowan a autant de chances de gagner que Chad Gable a de chance d'être le King of the Ring lundi prochain.
Écoute, n'utilise pas cet exemple-là parce que moi je crois quand même aux chances de Chad Gable. On y reviendra. Mais non, je ne crois aucunement aux chances, par contre, d'Eric Rowan. Ça va être 5 minutes. Merci, bonsoir. Il y a 11 combats sur la carte. Rowan t'offrera pas longtemps contre Roman Reigns. Non, c'est ça. Est-ce que, dans le fond, Daniel Bryan va venir se mettre le nez dans le match justement pour nuire à Eric Rowan, préparer son... Il n'y a pas de disqualification dans le match? C'est no disqualification match. Le seul bémol... il peut quand même lui faire mal. Oui, il peut faire ce qu'il veut. C'est ça. Mais le seul bémol qui pourrait arriver, c'est que Bray Wyatt a promis une surprise. Dans le cadre de Clash of Champions? Oui, mais j'ose imaginer que ce ne sera pas pour réactiver sa rivalité contre Roman Reigns. Ouais. Mais sinon, Eric Rowan, c'est Dead Man Walking. Là. Je vois pas où. Puis autant, il va Dead Man Walking perdre à Clash of Champions, mais disparaître de la télé la semaine d'après. Je pense que oui. Parce que dans le fond, ce qui faisait en sorte qu'on le voyait régulièrement, c'est son association avec Daniel Bryan. Visiblement, cette association-là est terminée, ou du moins tire à sa fin. Non, elle est terminée. Là. Il a créé ça pour une table. On s'entend. Donc c'est ça. Là, il a son honneur de gloire. J'espère pour lui, en fait, qu'il va bien paraître dans ce match-là. C'est son moment ou jamais, en fait, de montrer sa valeur en tant que lutteur et pas juste en tant qu'espèce de bouncer mastodonte à côté qui va faire comme un move. Donc, je vous souhaite bonne chance, mais profites-en parce que ça passe vite. Ouais, puis ça nous rappelle que Daniel Bryan ne sera même pas sur la carte. C'est vrai. Donc, Clash of Champions sans le meilleur champion de toute l'histoire de l'humanité. Non, il n'est pas champion présentement. Champion de la Terre. Champion de la Terre. Tout le temps. D'ailleurs, c'était quoi? Il était au Madison Square Garden cette semaine. Souvent, tu vois dans le public des gens qui ont acheté des répliques de ceinture. Ouais. Il y avait un gars qui avait la ceinture en bois de Daniel Bryan. J'étais content. Je ne savais même pas qu'il l'avait mis en vente, cette ceinture-là. Ça coûtait cher, pareil. Ça coûte toujours 500$ leur maudite ceinture. Donc, si ça coûtait moins cher, j'en achèterais. Là, mais là, maintenant, il faut choisir nos priorités. Bon, fait que, écoute, ça va être ça. Roman Reigns contre notre ami Rowan. Je pense qu'on s'entend que Roman Reigns s'en débarrasse. 5-6 minutes. 5-6 minutes. 5-6 minutes. Écoute, j'ai pas d'ordre en particulier là, pour Clash of Champions. Je propose qu'on commence par le sommet, là, ce qui risque de fermer la soirée. Seth Rollins contre Braun Strowman. Le championnat universel a toujours eu la mainmise sur le championnat du monde de la WWE. Donc, on présume que c'est ce qui va fermer la soirée. Ouais. Avec la construction qu'on a eue, Braun Strowman est encore gentil, ils sont encore champions par équipe, ils sont encore amis. Ils ont cheeré avec Stone Cold à Raw. C'est ça. Je sais pas quoi penser de ça. Je sais pas. Est-ce que... fun. C'est arrivé quand même à plusieurs autres reprises depuis que Braun Strowman est sur nos écrans, qu'il y ait un vrai momentum, qu'on se dise, là, c'est son moment. Il y a eu un match contre Brock Lesnar, on y croyait. Quelques autres moments contre Roman Reigns, entre autres. Cela dit... je pense qu'on va éventuellement voir Braun Strowman comme champion universel ou champion WWE dans les prochaines années. Mais j'ai pas l'impression que maintenant, c'est le bon moment. J'ai l'impression que si on fait gagner Braun Strowman présentement, c'est un peu une espèce de désaveu de Seth Rollins. C'est déjà que dans le règne est un petit peu chambranlant. On se souviendra qu'il y a un mois, il l'a perdu contre Brock Lesnar pour le regagner tout de suite après. Puis, parenthèse... Il s'est présenté, encore une fois, pour parler de la foule de Madison Square Garden, il s'est présenté lui-même comme étant le meilleur lutteur au monde et il s'est attiré des huées massives de la part de la foule. C'est anecdotique. C'est quand même la foule de Madison Square Garden qui était pleine d'énergie, mais peut-être que ça tombe pas dans l'oreille de sourd à la production puis qu'on réalise que on veut en faire de guys. Seth Rollins, il est honnête, c'est un bon champion, un excellent lutteur, mais présentement, c'est un petit peu fade. On l'aimait mieux en méchant. L'architecte était pas mal plus intéressant en méchant. Puis là, c'est ça, c'est la fin de ton programme. Et on a encore tombé dans le piège d'inviter Stone Cold lundi à Raw pour mousser ce combat-là. Et on a encore eu un rappel qu'il n'y a personne d'aussi populaire que les vedettes de 99 à WWF. Donc, t'es comme... Arrêtez de les inviter. Le Stone Cold, c'est le seul que les gens voulaient regarder. Ouais. On se ramasse avec le combat, Stone Cold ne sera pas là. Donc, tu sais, c'est comme... Tu nous vends quelque chose, et là, ensuite, on va arriver à un combat qui va être correct, j'imagine. Je pense pas que Braun et Seth Rollins vont donner un mauvais combat. Non. Mais peu importe la conclusion, je serai probablement pas satisfait parce que la construction du match est très, très bof. Et la seule promesse que j'ai, c'est que The Fiend veut ramasser le gagnant. Donc, est-ce que The Fiend ferme le show
Ça serait bien. Ça serait probablement mon moment. De ne pas attendre à Raw et de le faire immédiatement dans le ring à la fin de Clash of Champions. Et encore là, ce qui nous amènerait à ce combat-là, c'est que là, Seth Rollins et Braun Strowman doivent aussi défendre des championnats par équipe de Raw. Donc, est-ce qu'ils vont faire un divorce en début de soirée pour finalement avoir un alignement méchant contre bon à la fin de la soirée? C'est possible. C'est possible Puis et aussi, ça serait inintéressant. Ça serait logique aussi dans le booking, dans la mesure où il faut leur donner du temps pour se reposer entre deux matchs. Je leur fais pas comme se battre 2 matchs collés. Non, ça va être tôt dans la soirée. Il y a des précédents là, quand un champion défend 2 ceintures, on lui donne un petit break entre les deux. Donc là, on se ramasserait avec... On présume que Seth conserve le championnat universel en fin de soirée. Mais là, pour ce qui est des titres par équipe, on affronte Robert Roode et Dolph Ziggler. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le problème de ce match-là. Tu sais, je veux dire, si au moins tu avais des adversaires crédibles contre Braun Strowman puis Seth Rollins, OK, là, je serais intéressé de voir comment que leur dynamique d'équipe / compétiteur va se dérouler. Mais là, j'ai comme aucune envie de voir ces deux gars-là devenir champions par équipe. Pourtant, ils vont l'être. Mais c'est ça le problème. C'est assez inévitable. Oui, mais je crois pas pantoute à ça. J'y crois, mais j'aime pas ça. C'est un championnat par équipe qui est défendu en 2 non-équipes, alors que tu as des aussi sur le côté qui attendent comme allô. Tu as des Viking Raiders qui sont sur le bord. Tu as plein d'équipes à Raw, puis tu continues à faire des mix and match avec eux. On sait pas quoi faire avec vous deux. Allez faire une équipe ensemble, ça va être merveilleux. C'est ça. Comme, moi aussi, j'ai zéro intérêt là, comme. Oh, puis je défends encore Dolph Ziggler. J'ai encore du fun à voir Dolph Ziggler, mais ce rôle-là est ingrat et pas... C'est juste un désaveu du championnat par équipe qui date. Ça fait longtemps qu'on s'en fout de ces ceintures-là. Et là, c'est juste du remplissage parce qu'on avait besoin d'accessoires pour la rivalité principale qui est même pas si intéressante que ça. Donc là, c'est comme, wow, OK. Ben, c'est ça la direction. Strowman-Rollins. Le troisième règne de Rollins, 2, 3. Champion par équipe, au moins 3. Au moins 3, donc c'était une mauvaise idée de mettre Rollins et Braun champions. Là, faut éventuellement que tu leur enlèves, donc tu n'as comme pas trop le choix. Ça risque d'être plus un storyline qu'un combat. C'est ça. Donc, on va voir, regarde. Ils vont s'accrocher l'un l'autre un moment donné. L'autre va réagir. Pourquoi t'as fait ça? Voyons donc. Ils vont être déconcentrés, ils vont se faire piner, puis ça va faire, c'est ça. Ça fait presque pas théâtre d'été, c'est magique. Donc ça, c'est le côté de Raw. Si on bascule du côté de SmackDown, Kofi Kingston puis Randy Orton se tournent autour encore. SummerSlam n'a rien réglé. Parce qu'on n'a pas eu de finish. Non, c'est ça. On ne reviendra pas sur cette décision nébuleuse. Donc, on a juste surenchéri depuis SummerSlam, Randy Orton de plus en plus agressif, Kofi Kingston de plus en plus réactif. Avec un beau rappel ce lundi, justement, d'un moment marquant dans cette rivalité-là qui date de 10 ans. Donc, moi, sans dire que ça m'a complètement renversé, j'étais in déjà à SummerSlam, puis on continue. Là, mais je serais dû pour une résolution. C'est ça, je trouve que ça s'essouffle aussi. C'est ça. Est-ce que la résolution, c'est Randy Orton, nouveau champion, ou Kofi s'en sort une fois de plus? Je sais pas laquelle des deux résolutions me parle le plus, mais moi, je l'ai dit au mois d'août, je pense que Randy Orton va rentrer à Fox comme champion. Ben, c'est ça, parce que là, est-ce qu'il resterait un autre gala pay-per-view avant le début de SmackDown à Fox? Fait que, je pense que c'est un moment clé, puis... Là, je voyais par contre ce matin que Kofi Kingston était à 2 semaines de battre le règne de Jinder Mahal. Ne serait-ce que pour ça, je voudrais au moins qu'il dépasse Jinder Mahal. J'avais refoulé ce souvenir-là de Jinder en tant que champion. Pourtant, c'était bon. Ben, c'était bon. Ça montre que tu as refoulé toi aussi. J'étais un nostalgique dans l'âme. Oui, c'est loin, c'était bon. Oui, c'est ça. Mais enfin, tu réécouteras les vieux épisodes du Petit Paquet pour voir c'était quoi ton opinion à ce moment-là. Je suis sûr que je disais c'était bon. Mais tu sais, est-ce que Randy Orton, c'est la meilleure personne? Je pense que, tu sais... Je pense que oui, en fait, parce qu'il a une réputation, il est là depuis longtemps, il est connu. Le RKO, c'est un meme. Est-ce que Kofi Kingston a déjà été un meme? Non, c'est pas le cas. On veut attirer des nouveaux spectateurs. T'sais, on s'entend que les fans de lutte vraiment invétérés comme nous, qui sommes à l'écoute à chaque fois, c'est pas nécessairement le champion qu'on veut, mais je pense que c'est notre devoir aussi d'accepter que c'est peut-être, pour l'instant, le meilleur move pour la compagnie. Puis on s'entend qu'il partira pas un règne de championnat de 1 an et demi, le Randy Orton. Ça se peut? Ben, ça se peut, tout se peut, mais tu sais, j'en doute un petit peu. Puis,
force est d'admettre que Kofi Kingston, on pensait que lui-même allait être un champion de transition. C'est pas le cas. Il est champion depuis pas une quasiment 6 mois. C'est quasiment 6 mois. C'est ça. Donc, un championnat, un règne plus mémorable que ce à quoi tout le monde s'attendait. Donc, ça, ne serait-ce que pour ça, on peut dire mission accomplie à Kofi. Ouais, Randy Orton va être un excellent champion de transition avant que Daniel Bryan devienne champion du monde. Ouais, je pense que ça, c'est crédible. J'adorerais ce scénario-là. Donc, moi, je pense que Randy Orton, c'est là que ça se passe. Daniel Bryan en champion face. Oui. Oh, et le retour de Daniel Bryan champion face. Donc là, on aligne le nouveau SmackDown du côté-là. On a fait des championnats par équipe de Raw, aussi bien se débarrasser de ceux de SmackDown en même temps, parce que Kofi et ses buddies, le New Day, sont champions. C'est peut-être contre qui, eux autres, déjà? The Revival, qui sont rendus les BFF de Randy Orton. Il n'en a même pas parlé au SmackDown. Il n'y a même pas eu de segment cette semaine, ce qui faisait en sorte que je l'avais oublié. Souligne très bien l'absence totale et complète de construction de ce combat. Non, il existe, il est là. On a vu un peu de Revival faire l'espèce de RKO à 3 et tout ça, mais il n'y a pas eu de build en tant que tel. C'est des joueurs secondaires. Encore comme à Raw, les championnats par équipe sont dans le décor du championnat du monde. C'est ça. C'est une fatigante tendance, là. Moi, je dirais tant qu'à y être, si t'es pour faire gagner Randy Orton, aussi bien, tu sais, là, t'avais un trio qui avait toutes les ceintures avec The New Day, aussi bien transitionner ces 3 ceintures-là du côté de, c'est quoi, le FTRKO? J'avais vu, c'est écrit FTR sur les... J'avais jamais compris exactement c'était quoi, genre... FTR, ouais. FTR, c'était un clin d'œil de la scène. The Revival, c'est ça? Quand The Revival se l'a approprié, c'était Free The Revival. Okay, ouais. Mais FTR est parti, je crois que c'est les Young Bucks qui ont parti ça il y a une couple d'années, et c'était plus un... allez vous faire foutre de Revival sans dire le mot en F. Donc, c'était ça le FTR. Puis eux autres, ils l'avaient repris en disant « Ah ouais, c'est pas ça pour nous autres. » Fait que c'est un clin d'œil à tout ça. Puis là, c'est devenu FTRKO. C'est ça. Donc, allez, va te faire foutre, l'RKO. Mais tu sais, j'avoue que ce trio-là, je trouve que la chimie opère quand même entre les trois. Aussi bien leur donner un petit moment de gloire sous le soleil. Ouais, ne serait-ce que pour changer. Là. Le New Day, ils sont champions par équipe, mais tu sais... C'est une décoration. Là. Ils n'ont pas besoin de la ceinture. Ça n'a pas vraiment d'utilité. Puis, de toute façon, la division par équipe de SmackDown est non existante. C'est ça, là, avec les Usos, depuis qu'ils ont eu des nouvelles démêlés avec la justice, sont disparus complètement. Ils vont éventuellement revenir. C'est une équipe qui est trop forte. Là, on s'entend, ils sont en pénitence. Mais quand les Usos sont pas là, c'est moins intéressant. Ouais, fait que ça, c'est pour les championnats par équipe. Je suis comme un peu négatif là, depuis tantôt. Là. On disait que Clash of Champions, on n'allait pas le subir et que ça allait être pas si mal. Là, j'ai le goût d'être positif. OK. On va basculer du côté des championnats féminins parce que c'est, à mon avis, ce qu'il y a de plus intéressant dans Clash of Champions. Les 2 championnats féminins, en commençant par celui de SmackDown. Bayley contre Charlotte Flair. 2 des 4 Horsewomen. Bayley est rendue une poffine. Charlotte est toujours Charlotte. Donc, c'est comme... Puis, pour une fois... Ils l'ont construit. Ils ont fait de quoi avec? Bayley a des interactions. Très bon combat par équipe entre les 4 Four Horsewomen. Donc là, on commence à comprendre le tu sais, c'est toujours l'argent qui finit par parler. Fait que quand le marketability, l'aspect marketing embarque, puis que les gens vont acheter des chandails, vont être réactifs, ils vont être plus enclins à nous donner de la lutte féminine de qualité. Et là, on a eu The Man l'année passée. Bayley, ça fonctionne un petit peu. Sacha donne un petit boost en revenant comme une méchante. Et en réaction, on a des bons combats féminins. On a du temps. On a Bayley qui va fermer un Raw quand elle va tourner sa veste contre The Man. On a les combats par équipe. On a, tu sais... On a enfin une division féminine qui a de la gueule parce que tu as l'étage en haut avec les championnes et les aspirantes, puis tu as d'autres affaires qui se passent en bas. Et là, à Clash of Champions, on a l'échelle d'en haut. Donc, Bayley, Charlotte. Et moi, Bayley, méchante, je n'étais pas sûr au début, mais là, il y a de quoi que j'aime bien là-dedans. J'y crois, surtout qu'elle n'est pas comme... Tu sais, ça n'aurait pas été crédible que du jour au lendemain, elle passe de la fille qui est la plus affectueuse de l'ensemble du vestiaire à une fille vraiment ruthless là, qui va attaquer les gens de façon trop violente. Elle est comme, tu sais, dans une espèce de juste milieu où elle se convainc encore elle-même que ce qu'elle fait, c'est pour des bonnes raisons. Donc, j'aime les nuances, les nuances de gris, justement, du côté de Bayley. Par contre, c'est ça. Charlotte, comme tu dis,
Elle reste Charlotte à la base et surtout méchante. Là, on est comme, mais tu sais, est ambigu un petit peu. Oui. Fait que là, c'est le cas pour les deux, mais en même temps, ça pourrait être un défaut, mais c'est aussi une qualité, un avantage en mesure où à l'intérieur du match, tu peux justement faire des va-et-vient de momentum qui vont suivre l'évolution de la gentillesse et de la méchanceté des deux lutteuses qui sont en jeu. Donc, moi aussi, je suis quand même intéressé par ça. Puis, c'est peut-être c'est pas la première fois que Bayley est championne depuis qu'elle est dans le roster principal, mais c'est la première fois que c'est une championne crédible. Ouais. Puis ça lui fait du bien pour affronter Charlotte, parce que Charlotte va demeurer crédible jusqu'à sa mort. Là, on s'entend, elle, sa carrière est faite depuis déjà longtemps. Et il y a de cela, mettons, 1 an ou 2, si on avait vu qu'un match de pay-per-view, c'était Charlotte contre Bayley, on aurait dit jamais Bayley va pouvoir sortir de cet affrontement-là victorieuse. Mais là, on est en droit d'y croire. Non seulement on est en droit d'y croire, mais je pense que Bayley, ce n'est que le début de quelque chose de vraiment intéressant. Et je vais même jusqu'à me mouiller de dire que ça va sûrement être le combat de la soirée. Oui, celui-là, OK. Parce écoute, ils se connaissent très, très, très bien. Là. Bayley et Charlotte sont croisés. À chaque fois qu'ils se croisent, il y a un petit quelque chose de le fun. Et là, si on a le championnat de SmackDown à la clé, forcément, on va leur donner un 15 minutes au moins, peut-être 20. Donc là, on pourra avoir quelque chose, une belle construction. Et tu parlais de zone de gris tantôt, mais là, Bayley, tranquillement, pas vite, elle va peut-être les noircir, ces zones de gris. Donc, ça pourrait être une occasion. Tu sais, on est encore un peu dans le fond de ta tête. Je suis comme, je me souviens des moments émotifs de quand elle pleurait, quand Charlotte était championne. Tu sais, éventuellement, il faut que tu les effaces, ces moments-là. Puis ça serait probablement en étant plus vicieuse en attaquant un genou. Tu sais, dans la construction de ton match, tu peux avoir une façon de faire que Bayley, c'est plus l'ancienne amie de Charlotte qui va aller prendre un café avec elle une fois de temps en temps. C'est juste, non, je suis championne, j'ai plus besoin de toi, tasse-toi. C'est ça. Donc, moi, j'ai hâte de voir comment ils vont justement endosser Bayley comme une plus opportuniste championne. Et Charlotte est la personne idéale pour lui sortir un gros combat, augmenter la crédibilité justement qui est en train de se bâtir. Donc, on va aller dans cette direction-là, je pense, à SmackDown, avec Bayley en force et Charlotte comme une aspirante. Tu peux le refaire, là. C'est comme, elle peut avoir une poursuite après, rebrasser un petit peu, puis au Rumble, tu le refais. Mais non, moi, je pense que Bayley, c'est là. Ils ont enfin trouvé la bonne façon de nous présenter Bayley. Puis, tu sais, pendant longtemps, la force de Bayley, la principale force, c'était son personnage. Son travail dans le ring, tu compares avec les trois autres des Horsewomen, c'était pas nécessairement la plus convaincante. Cela dit, depuis WrestleMania, quand justement elle a pu retrouver des matchs en solo là, après que Sasha soit parti un petit peu de son côté pour se ressourcer, c'est là qu'on a vu son travail dans le ring vraiment augmenter en qualité. C'est depuis les derniers mois qu'elle nous sort ses meilleurs matchs en carrière, selon moi, du moins d'un point de vue de lutte pure, là, en quelque sorte. Là, si on enlève l'aspect émotif, là, mettons des anciennes rivalités avec Sasha Banks dans le cadre de NXT. Donc voilà, moi aussi je suis d'accord avec toi. Là, Bayley, son stock est en train de monter. Oui, puis Charlotte n'est pas partie se ressourcer. Elle a rejoint Lost in Golden Abyss. Sacha, en fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça passer. De plus en plus avec son amoureux Andrade. Et il y avait une photo qui avait roulé sur les médias sociaux de elle, Andrade, puis Rouge. C'est à Beach qui faisait un tranquillo. Puis je suis comme, pourquoi je veux voir ça, WWM? Parenthèse tranquillo. Elle a déjà fait Charlotte là, dans les dernières semaines, le mané au milieu d'un match, un petit mot, genre le poing levé à la Andrade, le petit clin d'œil. Donc peut-être que c'est quelque chose qui pourrait prendre de plus en plus de place. On pourrait aimer ça. Ça, c'est du côté de SmackDown. Et puis du côté de Raw, ben là, on en a parlé. Sacha qui est partie se ressourcer, ben là, elle a fini de se ressourcer. Elle a trouvé de la teinture, puis elle s'est revenue. Contre The Man, contre Becky, qui a enfin retrouvé un peu de pep dans le crayon après le purgatoire de Lacey Evans. Là, on a une Becky Lynch qui a du chien dedans, qui a une fougue, et avec Sasha. Donc, on a des bons combats en potentiel. Et là, c'est là que ça va pas se régler. Je pense que c'est là que ça va commencer. Je pense pas que Sasha va triompher et que ça va être la fin de la rivalité. Je pense que c'est le début de quelque chose. Et là, on a le chapitre 1, Becky-Sasha, à Clash of Champions. C'est ça. Tu sais, moi aussi, je suis pas mal certain qu'elle va rester championne, Becky Lynch. La seule situation où je verrais que peut-être elle pourrait perdre la ceinture, c'est, bon, là, elle a réussi à, disons, percer un petit peu le mainstream. Là, son image est quand même devenue connue. Avec le début de SmackDown, il va y avoir un nouveau draft. Il me semble que dans la promotion qu'on a commencé à voir sur Fox, il y a la face de Becky Lynch qui circule. Donc, peut-être qu'on lui ferait perdre le championnat de Raw, ne l'oublions pas, pour lui permettre de transitionner du côté de SmackDown. Je sais
pas si c'est la meilleure décision. Je pense qu'elle est encore tellement hot que tu peux pas la faire perdre. Je pense pas. Mais si on veut la faire perdre, ça pourrait être un moment. Ou je suis pas d'accord avec ça. T'envoies Bayley à Raw, puis peut-être. elle, puis juste comme, on se change-tu nos ceintures? Genre, c'est ça. Ouais, mais j'avoue que j'avais pas pensé à l'aspect marketing de la chose, mais d'un côté, il faut que tu te gardes des munitions à Raw aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, non, cet aspect-là est intéressant. Sinon, l'aspect histoire pointe vers The Man, que même si elle est championne depuis WrestleMania, on la voit comme jamais perdre. Puis ça commence à faire beaucoup de changements de titre qu'on anticipe. C'est vrai, hein? Donc, à un moment donné, ils vont pas juste faire table rase. Ça arrive pas des gars-là comme ça, tout change. Non, ça arrive pas. Puis ça serait très étrange. Donc, moi, je pense que c'est juste le premier pas. Ouais. On va réavoir un Becky Sacha, probablement jusqu'au Survivor Series. Là, donc, j'espère qu'on va pas se tanner, parce que pour l'instant, je suis pas tanné du tout. Non. Donc, on va leur donner une petite chance. Mais ça, c'est l'aspect féminin de la chose. Ou sinon, on a le championnat par équipe féminin, parce que cette ceinture-là existe toujours. Oui. Et avec un bémol. Ça, par contre, là, les storylines de moi, je suis belle, toi, t'es laide, puis moi, je mérite de gagner parce que je suis plus belle que toi. Un petit malaise avec ça, surtout quand on dit, ben oui, regarde la preuve, regarde à l'écran géant, une photo de nous deux, une à côté de l'autre, regarde comment t'es laide. Moi, j'étais vraiment fâché en regardant ça. En même temps, j'étais fâché, donc il y a du hate qui se passe. Ouais, mais non, je sais bien, mais c'est mal avisé. Non, tu sais, je veux dire, je trouve ça plate là, pour des... Tu sais, justement... Ce qui est le fun avec Nikki Cross, c'est que pour une fois, on a une lutteuse qui est crédible, dont le personnage ne repose pas sur ses charmes, ouais, ce qui est un peu le modèle traditionnel. On devrait juste laisser ça aller comme ça et pas comme insister trop sur ça, pas faire de son look un peu différent un désavantage pour elle. En tout cas, ça m'a fâché. Cela dit, quand tu regardes les équipes qui sont en jeu dans ce match-là, moi, ça fait longtemps que je considère qu'il s'appelle le Fire and Desire. Là, maintenant, Mandy Rose avec Sonya Deville. J'ai l'impression que ces deux lutteuses-là devraient être championnes par équipe. Je pensais que ce serait elle qui détrônerait les Iconics. Même initialement, ce serait elle qui détrônerait Sacha et Bayley. Je pense que leur tour est venu, surtout que, bon, c'est correct, là, Alexa Bliss et Nikki Cross championnes ensemble, mais je crois plus ou moins à cette équipe-là, la relation qu'ils ont établie. Je pense que ils ont essayé quelque chose, puis vu que Alexa Bliss, la compagnie l'aime bien, on a se souvenir des dernières années, elle a été championne plus souvent qu'autrement. On voulait lui permettre d'ajouter une autre ligne à son CV, mais je pense que ces championnats-là devraient revenir à Fire and Desire. Mais encore une fois, c'est un autre changement de ceinture, ça n'en fait pas mal. Fire and Desire. Tu sais, tout ça pour dire qu'en plus, c'est ça, tu parles du fait que c'est décevant qu'il ait été dans le terrain du Nikki est pas belle. Tout ça est encore plus inquiétant parce qu'on veut probablement alimenter le fait que Sonya Deville est ouvertement lesbienne. Donc, ils vont intégrer ça éventuellement dans les histoires et tout ça. Donc, tu sais, si tu as de la misère à conjuguer le fait que Nikki Cross n'a pas le look habituel, imagine quand tu vas rentrer dans la game de « j'ai pas la sexualité habituelle des autres ». C'est pas rassurant. Tu sais, on le sait que ça existe des façons de bien le faire, puis on le voit sur la scène indépendante et tout ça, mais quand ce qu'on voit à Raw et SmackDown, ils sont pas capables de le faire. C'est correct quand c'est un aspect parmi tant d'autres, la personnalité, mais il ne faut pas que ça en soit l'aspect principal, la base du personnage. Autrement, tu perds justement tout ce qui peut être intéressant avec ça. Donc, les gars, ils l'ont pas encore fait. On les condamne pour quelque chose qui n'existe pas. Moi, je suis juste pas particulièrement rassuré. Non. Surtout que ça sort de nulle part. Tu n'as pas besoin d'attaquer le physique de Nikki Cross. Tu peux dire qu'elle est instable, tu peux dire qu'elle est folle, tu peux dire qu'elle crie, n'importe quoi. Là. Qu'elle était peurante. À la limite, dis qu'elle est British puis qu'elle sent mauvais. Si tu fais des gros clichés tout croche, mais d'aller directement, surtout quand ton marketing de contenu de campagne, c'est « Don't be a bully, be a star ». Ça, c'est ambigu depuis très longtemps, cette campagne-là. Bref, Fire and Desire, nouvelle championne par équipe. Peut-être bien. Pourquoi pas? De toute façon, ils s'en foutent autant que les autres. Ça ne changera pas grand-chose à la programmation hebdomadaire. Les ceintures vont redisparaître après ça, jusqu'à temps qu'elle en ait de besoin. Donc, ça ressemble à ça pour la division féminine. Il nous reste les titres secondaires, donc intercontinental et des États-Unis. Côté intercontinental, commençons par SmackDown, parce que c'est le même.
c'est moi qui décide. Ah ouais, vas-y. Puis on a Shinsuke Nakamura contre The Miz. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que là, notre boy Sami est rendu le porte-voix de Shinsuke Nakamura. Ouais, ça avait été souligné justement sur Facebook la semaine dernière qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler de ce nouveau rôle de Sami. Effectivement, le voir, je ne sais pas s'il va faire ça dans le cadre du pay-per-view, mais l'avoir comme commentateur en direct à côté du ring fait juste crier « Oh my God, this is my favorite part ». C'était quand même divertissant. Cela dit, je pense que c'est le genre de rôle duquel on pourrait se tanner vite. J'ai comme le feeling que oui. Puis se tanner vite, ça veut dire je suis sur le bord de. Là, exact. Surtout que là, Sami est allé être le faire-valoir de l'Undertaker à SmackDown. On n'a pas parlé d'ailleurs de l'Undertaker qui est venu à SmackDown pour rien, absolument rien. Parce qu'il était à Madison Square Garden. Puis il voulait essayer de monter les codes d'écoute. Et ça a été un flop d'ailleurs. Les codes d'écoute, parenthèse, codes d'écoute. Autant Raw que SmackDown, ça n'a pas bougé d'un iota. T'as beau ramener de l'attitude là-dedans, les gens vont pas forcer, ils n'ont pas l'impression de manquer un rendez-vous s'ils ne le regardent pas en direct. Donc, même l'homme d'outre-tombe, absolument aucun effet. J'étais quand même content pour Sami Zayn, même s'il a l'air un peu du dénon de la farce. C'est quand même lui qui a le segment avec The Undertaker. Donc, c'est pas rien. T'sais, pour lui, en tant que fan de lutte depuis sa jeunesse, ça a dû être un rêve qui se réalisait. Tu prends un chokeslam, c'est fait. Check. Mais pour ce qui est du chemin intercontinental, regarde, là, ils ont essayé de remettre Miz, mais on dirait qu'il. Sans dire, je sais pas si c'est Miz qui est désintéressé ou si la WWE qui est désintéressée à The Miz, mais on dirait qu'il est là pour être là. Ouais. Il se passe pas grand-chose avec le Miz. Depuis son face turn, c'est quand même moins intéressant que le Miz méchant, le A-lister. Surtout que j'avais l'impression, en fait, avec le face turn, on se préparait à le mettre plus à l'avant-scène. C'est pas nécessairement ça qui se passe. Ça, j'ai l'impression que c'est une histoire qui va se continuer en plusieurs chapitres. Puis, je serais pas contre de voir The Miz éventuellement regagner la ceinture intercontinentale parce que avec justement les accomplissements qu'il y a dans le passé, il est dans la liste des plus grands champions intercontinentaux et il manque genre un règne ou quelques jours là, de championnat pour être celui, je pense, qu'il l'a eu pendant le plus longtemps. Donc, c'est sûr que ça va se passer. The Miz a encore des années de lutte devant lui, mais pas tout de suite, justement, parce qu'on est au début de l'histoire. Non, c'est ça. Puis c'est un peu une histoire qui a été parachutée aussi. Là. Je pense qu'il n'y a pas de. S'ils font le changement là, ils vont le faire. Puis ça va juste être ça. Mais il n'y a pas de chair autour de l'os. Donc on va attendre de voir ce qui arrive. Puis il y en a encore moins du côté de Raw. Parce que AJ Styles contre Cedric Alexander, ça fait très. Hey, on va mettre ça dans un blender. Ça prend quelqu'un pour AJ Styles. Ça va être lui. Mais Cedric, quand même, c'est son push qui se poursuit. Il paraît très bien dans le ring. Je sais pas, tu sais. J'ai l'impression que c'est le genre de lutteur acrobatique comme Ricochet qui peut justement être utilisé pour attirer des nouveaux fans. Peut-être que lui pourrait justement déménager du côté de SmackDown. Il fit très bien dans cet environnement-là. Et toutes les performances qu'il fait dans le ring sont sans faille. C'est son personnage qui est un peu le problème, mais on ne l'a pas encore assez vu pour que le manque de personnages lui nuise véritablement. C'est sûr que si on veut continuer par contre avec le push, il va falloir qu'on lui donne, qu'on l'implique dans des histoires non plus avec un peu plus de chair autour de l'os. Un petit peu, oui, parce que là, tu dis qu'il y a eu un push puis tout ça, mais il perd quand même à Raw. Il était sorti tôt du King of the Ring. Il perd à Raw. C'est lui qui a gagné le main event. Il gagne le main event contre AJ Styles de façon clean au Madison Square Garden. Puis c'est Stone Cold Steve Austin qui vient célébrer avec lui pour dire bravo, mon boy. C'est quand même un beau moment pour ce lutteur-là. C'est une maudite belle façon de nous rappeler qu'il va perdre de façon cavalière dimanche contre AJ Styles. Parce que je suis d'accord. C'est tout croche. À part que Paul Heyman l'aime bien. Ça a l'air que c'est Cedric Alexander dans les bonnes grâces de Paul Heyman. Mais mon AJ Styles, tu peux pas juste le faire jouer un rôle de figurant. Là. Faut qu'il... Non, mais surtout que Gallows et Anderson, on pensait que c'était parti pour la gloire avec eux il y a de cela un mois seulement. Finalement, ça se passe pas. Il faut que tu gardes au moins AJ Styles fort dans ce trio-là. Ils sont juste pas capables. Hein? C'est à n'y rien comprendre. Me semble, ça devrait être évident que tu mets ces gars-là à l'avant-plan. Puis je sais pas pourquoi ça se passe pas. Et non. Donc, Clash of Champions ressemble à ça. Il reste au 5 Live. Ta prédiction sera la bonne parce que j'ai aucune espèce d'idée de ce qui se passe. Je sais même pas qui se bat non plus. On a le champion Drew Gulak contre le certain Humberto Carrillo, que ça a l'air qu'on connaît. Moi, je le connais pas. Et Lince Dorado, qui a le pire nom de l'histoire de le lynx doré. Ah, c'est ça que ça veut dire? Oui, Lince Dorado, le lynx doré. Son masque comme un lynx. Yes, Seigneur. Fait que Drew Gulak, parce que c'est ça que je connais. Je connais un peu de Lince Dorado de nom, je vais te l'expliquer, mais non, Drew Gulak, c'est lui qui a le plus de personnages, du moins au mieux de mes connaissances, donc ne serait-ce que pour ça.
laissons-lui continuer. Puis je sais pas s'il fait encore des présentations PowerPoint. J'espère que c'est le cas. J'espère que c'est le cas, parce que c'est ça. T'as pas de Daniel Bryan à la carte, mais t'as Lindsay Dorado. Dans un combat de championnat à Clash of Champions. Mais regarde, on fait bien des farces. Ça va quand même être de la bonne lutte. Je pense que oui. J'espère juste qu'ils vont pas faire 4h30 avec ça, parce qu'à un moment donné, on s'en sortira jamais. Là. Mais tu sais, dernier pay-per-view avant les grands changements, avant la nouvelle NXT, avant... J'ai quasiment le goût de dire avant une nouvelle ère, parce que là, la guerre va être réouverte. Ils n'auront pas le choix de s'ajuster, ils n'auront pas le choix de faire des moves peut-être plus audacieux qu'on a moins vus. Donc, écoute, quasiment nostalgique. Peut-être qu'il va même avoir des surprises, qui sait? Des apparitions, des changements d'alignement. Tout est possible. Une petite dose de plus d'attitude à Hera là-dedans, là, un peu de DX. J'ai assez hâte. Avoir Stone Cold qui revient faire des sourires. Il a vraiment l'air du gars qui est juste... C'est plus Stone Cold Steve Austin. C'est genre le gars qui joue Stone Cold Steve Austin qui vient dire « Hey, salut la gang! » Fait que c'est le fun parce que c'est peut-être un des plus grands lutteurs de tous les temps, mais ça s'essouffle, hein? Ça s'essouffle un peu. C'est ça. J'ai encore le sourire quand je le vois, mais c'est plus pareil. Ouais, c'est comme, tu sais, il a fait un revival là, de Beverly Hills 90210 avec les acteurs de Beverly Hills qui jouent des acteurs qui veulent relancer la série dans la série. Fait que c'est comme méta de méta. C'est comme rendu Scream 3, là, à peu près. Ouais, là, genre, tu sais, comme, OK. Puis ça a l'air que le monde embarque un peu parce que c'est nostalgie power. Fait que on a Stone Cold qui joue Stone Cold, qui veut être Stone Cold à Madison Square Garden. Même Undertaker jouait un peu Undertaker. Là. Il disait, j'ai vécu des beaux moments ici. C'était plus Mark Calloway en costume. Là. Bref, on s'enligne pour ça, Clash of Champions. Sinon, ailleurs dans le monde de la lutte, c'est plus tranquille de ce temps-là. On dirait qu'on reprend des forces. Au Québec, il y a eu le gros gala de la NSPW la semaine dernière où Matt Angel va être de retour à Montréal à l'AWS la semaine prochaine, samedi le 21, si je ne me mêle pas dans les chiffres. Donc ça avait bougé un petit peu du côté de la lutte au Québec. Du côté de la Ring of Honor, on attend la fin du mois avant d'avoir un pay-per-view. All Elite, tout est en pause jusqu'à la première à la télévision. On a eu des memes de Bubbly. C'est pas mal tout ce qu'on a eu. C'était bien diverti. Beaucoup de Bubbly. Puis on a eu aussi la confirmation que Cody allait affronter Chris Jericho dans leur combat de championnat du monde à leur prochain pay-per-view. Mais Cody nous a comme rappelé que card is subject to change. Donc, côté All Elite, c'est plus tranquille. On va en parler quand ça va brasser pour de vrai. Sinon, Mathieu, regarde, je pense qu'on a fait le tour. On est dû pour la minute culturelle, là. C'est vrai? J'ai pas nécessairement lu quelque chose de nouveau cette semaine. Regarde, la nourriture, c'est culturel, hein? C'est les arts culinaires. La nourriture, c'est culturel. J'ai une question, j'ai déjà fait un mini-scandale avec la question des ramen crus. Autre question que j'ai pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Est-ce que je suis le seul au monde à trouver ça absolument délicieux quand je mange de la tourtière, genre tourtière pâtée à viande? Fais attention, t'es un autre débat. Tourtière pâtée à viande. Non, ben, le côté n'est pas là, tu as donné de la merde. Je parle de pâté à la viande, OK? Je ne veux pas entrer dans l'autre terrain glissant. Tu sais, la tradition, c'est que tu mets du ketchup sur ça. Moi, c'est pas du ketchup. Moi, je mets de la mélasse. C'est la seule affaire dans le monde que je mange avec de la mélasse et c'est tasty as fuck. Vous devriez tout essayer ça. Mais je veux savoir, est-ce que je suis seul au monde? Je sais qu'il y a Alex Drouin. En fait, je sais que je suis pas seul au monde. Là. Nul Zilla, autrefois sur le webzine, qui mange ça aussi avec de la mélasse. Est-ce qu'on est les seuls deux à apprécier cette combinaison gastronomique? On veut vous entendre. Donc, votre opinion sur tourtière, pâté à viande avec mélasse. Pâté à viande avec mélasse. Écoute, je pense que j'ai même pas de mélasse dans ma pantry. Moi, je n'achète juste quand je mange de la tourtière, du pâté à viande. Je t'inviterai à souper là, cet automne. Là. Pas sûr. Personne goûte à ça et t'as fait chauffer ou tout, ou t'as mis straight up dans le jamais sur le dessus après. Là. Ah ouais. Ouais. Écoute, ça sonne comme un beau mot de la fin. Puis là, ça, je mange ma tourtière avec du riz aussi. Puis là, je mets de la mélasse sur le riz, puis c'est bon. Je suis comme, écoute, un nouveau monde sur moi. Ben écoute, là, je pense que malheureusement, Belle a une chaîne culinaire. Et là, si on diffuse ça sur iHeartRadio, parce qu'on va être sur iHeartRadio, mais là, s'ils entendent ton truc de mélasse avec du pâté à la viande puis du riz,
Ça se pourrait qu'on se fasse couper un peu parce que là, peut-être qu'on va avoir un spin-off du petit paquet avec notre show, culinaire à TV. La bouffe de lutte. J'aime ça. Je te garantis que je ne mangerai pas de la mélasse. Sinon, regarde, on se voit la semaine prochaine. The Hawk va être de retour. Il est mieux. Sinon, je vais aller chez eux. Je vais lui donner de la marge jusqu'à la fin des temps. Bon. Toi, tu vas être là parce que tu es toujours là et tu es beau. Vous autres, vous allez être là parce qu'on vous aime bien et c'est le fun quand vous nous écoutez. Sinon, Spreaker, Spotify, iTunes, Play, Fax, name it. Où ce que tu veux tes podcasts, on va être là sur iHeartRadio, sinon ADS.ca, puis on se voit la semaine prochaine. Salut, là, le monde!